Bienvenue et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alain Laroche. Alain Laroche, donc, qui est un ancien sportif de haut niveau, un chef d'entreprise, un coach et également un thérapeute intégratif, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exact. Voilà. La thérapie intégrative, le coaching intégratif, c'est de prendre l'humain dans sa globalité. On va l'appeler un holistique, mais le mot qui est le plus révélateur maintenant, c'est l'intégratif. L'intégratif veut dire que je prends ensemble l'ensemble des fonctions de l'humain dont on va parler plus tard. Vous voulez retrouver la vitalité naturelle? Je vous invite à trouver des astuces inédites dans mon e-book que vous pouvez retrouver dans un lien en dessous de cette vidéo. Vous allez nous parler donc aujourd'hui d'épigénétique. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'épigénétique, c'est une science qui est en train de se développer et qui, dans ma définition, alors on pourra trouver plusieurs définitions de l'épigénétique, selon qu'on soit d'un point de vue purement médical et scientifique ou du point de vue plus de la thérapie dont on va parler. Pour moi, l'épigénétique, c'est la science des comportements qui vont avoir une influence sur notre génome. On entend parfois parler de modification épigénétique. Alors, quel est le but de ces modifications épigénétiques et en fait de quoi on parle exactement? De quel type de modification il s'agit? Alors, en fonction de nos comportements de vie, on va avoir donc des conséquences sur notre génome. Si on se comporte bien, eh bien, on va avoir un génome qui va évoluer de manière favorable et donc on sera de mieux en mieux et en tout cas, on va préserver notre capital santé. Si au contraire, on se comporte de manière moins positive, les conséquences vont se ressentir sur notre santé. Et il y a une façon extrêmement simple de faire cette démonstration, c'est de prendre deux gémeaux homozygotes, c'est-à-dire c'est le même noyau cellule. Vous prenez ces deux gémeaux à 60 ans, ou un peu plus, vous les comparez. Selon leur mode de vie, ils n'auront pas le même âge biologique, ils auront vieilli différemment. Donc c'est la meilleure démonstration que ce n'est pas le gène qui a un rôle, puisqu'ils ont le même gène, ils ont le même patrimoine génétique à la base. On les retrouve 60 ans ou 70 ans après avec un patrimoine génétique qui a été modifié uniquement de par leur comportement de vie. Donc le comportement de vie, effectivement, aura une influence sur notre patrimoine de santé, celui qu'on reçoit à la naissance. Alors Alain, est-ce que l'épigénétique pourrait éviter l'apparition ou en tout cas limiter l'apparition de maladies? L'épigénétique a pour objectif de préserver notre capital santé au maximum. Donc effectivement, si on a les comportements justes qui intègrent plusieurs paramètres dont on va parler, on peut ne pas déclencher la maladie. On a tous en soi des vecteurs de maladie, notamment pour les problématiques de cancer ou d'autres. Mais certains vont les déclencher, d'autres ne vont pas les déclencher. Donc je crois qu'il faut comprendre l'épigénétique avec beaucoup d'humilité comme étant un moyen de limiter l'apparition de la maladie et si jamais elle apparaît, de la retarder et qu'elle ait des conséquences moins profondes, moins graves. D'accord. Et est-ce que les facteurs environnementaux peuvent influencer notre épigénome? Je vais utiliser ce terme, mais je ne sais pas si... Ah, évidemment que l'environnement est considérable, hein, puisque l'environnement, et notamment l'environnement, alors on parle de la pollution, qu'elle soit chimique, lumière, qu'elle soit bruyante et autres, cette pollution aura un effet de déclencher ce qu'on appelle un stress. Un stress qui est une réaction à un stimuli extérieur agressif. Le stress a pour conséquence d'être générateur d'une hormone qui s'appelle le cortisol et l'adrénaline. Bon, quand ça s'installe ponctuellement pour répondre à un danger immédiat, c'est très bien. Quand ça s'installe durablement, ça devient un stress chronique et qui a pour effet d'être oxydatif et inflammatoire. Les deux dangers pour les cellules du corps humain, c'est l'oxydation et l'inflammation. Donc, un environnement agressif va déclencher un stress qui
s'il perdure, hein, donc si c'est sur la durée, va être oxydatif, inflammatoire, donc délétère pour les cellules du corps humain. D'accord. Et quel moyen on aurait pour préserver notre épigénome? Mais là, Voire le corriger, pardon. non, précisément, c'est bien le but de l'approche épigénétique. Il y a 5 facteurs majeurs. Ce sont les 5 facteurs que j'appelle les facteurs du vivant. Il s'agit de l'alimentation. Comment je m'alimente, et c'est un facteur vraiment déterminant. Deuxièmement, deuxième facteur, le facteur de l'activité physique. Je parle d'activité physique, je ne parle pas de sport au sens vrai. Comment je fais bouger mon corps? Comment je m'occupe de mon corps? Dedans, je vais y intégrer, par exemple, des massages ou des techniques d'ostéopathie, par exemple. C'est comment je m'occupe du corps. Le corps a besoin d'être touché, préservé. Il doit bouger, hein, bien sûr. Le bouger sans se faire de mal. Hein. C'est-à-dire que si on fait du sport à outrance, au plein mois d'août, à 14 heures de l'après-midi après avoir mangé, là, vous êtes candidat à un gros problème. Là, vous faites du mal à votre corps. Donc, 2, je m'occupe de mon corps comme il faut. 3, ce qu'on appelle la psyché. La psyché, c'est tout ce qu'on a dans notre cerveau inconscient, et en particulier l'inconscient. C'est aussi les problèmes de sommeil, les problèmes de stress, d'anxiété. Tout ce qui se trouve dans la psyché est un facteur important et très souvent, on ne le sait pas trop puisque c'est de l'inconscient. Donc ce troisième facteur, il est souvent le plus complexe à gérer puisque par définition, il n'est pas conscient pour une partie. Quatrième facteur, le sens de la vie. Beaucoup de gens qui vont mal ont perdu le sens de leur vie. Pourquoi je me lève le matin? Qui je suis? Où je vais? Enfin, c'est des questions un peu existentielles. Et n'ayant plus de sens, eh bien, ils tournent en rond. Quand on ne sait pas où on va, on tourne en rond, on est paumé. Et puis, on a perdu la notion du plaisir. Donc, je réintroduis dans ce quatrième facteur le sens de la vie, l'esprit, la spiritualité au sens de l'esprit, et le mot plaisir. On est pris dans une certaine routine sans pouvoir s'en sortir ou... C'est véritablement la perte de sens, hein, au sens le plus profond du terme. Je n'ai plus de sens dans ce que je fais. On n'a pas besoin de motivation quand on sait ce qu'on fait. Quand on a du sens dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'être motivé. On se lève sans aucun problème le matin et on va travailler avec le sourire. Vous savez, le sourire, c'est un facteur important aussi de la bonne santé et le plaisir. Le cinquième facteur, c'est ce que j'appelle les relations sociales, le lien avec les autres. Pendant la période Covid, il a été prouvé que les gens qui se sont retrouvés isolés ont souffert considérablement. Certains sont morts dans des conditions abominables et sont morts peut-être plus à cause de l'isolement que du virus lui-même. En tout cas, il est prouvé que l'isolement est un facteur de stress considérable, est un facteur vraiment très délétère. Donc, le lien avec les autres est très important. Nous vivons dans un monde hyper connecté où il n'y a jamais eu autant de gens seuls avec eux-mêmes. Dans ce cinquième facteur, j'y intègre la famille, le couple et la sexualité. On parle peu de sexualité parce que c'est souvent un sujet tabou. Or, quand il y a un dysfonctionnement au niveau de la sexualité, que ce soit dans un couple ou dans une relation avec quelqu'un, bien sûr, de consentant, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc c'est souvent une conséquence, hein, un problème de libido au niveau de la sexualité, c'est souvent une conséquence d'un dysfonctionnement. Je viens de vous résumer les 5 facteurs du vivant. Quand je vois quelqu'un qui vient consulter pour quel que soit le motif, je vais essayer de comprendre à quel endroit ça dysfonctionne. C'est pas de s'intéresser systématiquement aux symptômes lui-même, même si on le prend en compte, c'est d'essayer de comprendre à quel endroit il y a eu le dysfonctionnement, la rupture qui a fait que ça dysfonctionne. Et très souvent, les gens viennent consulter pour un motif, mais on va chercher la cause, bien ailleurs. Et on la trouve souvent bien ailleurs. L'élément causal, c'est l'élément important qu'il faut trouver. Ça, c'est l'approche originale de l'épigénétique, contrairement souvent à la médecine allopathique qui va s'intéresser uniquement à guérir le symptôme. Là, c'est d'essayer de comprendre quelle est la cause de mon dysfonctionnement global. Ça s'inspire un petit peu des approches aussi orientales, un petit peu de médecine chinoise. Hein. Vous savez, on réinvente rien. Là, en fait, les neurosciences, tout ce que je vous explique est fondé sur des découvertes de neuroscientifiques et des découvertes extrêmement sérieuses dans le monde entier. En fait, ces neurosciences nous font redécouvrir ce que, en fait, nos ancêtres connaissaient déjà. Vous savez, il y a des connaissances chez
les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Chinois, bien sûr, sur le corps humain. C'est assez intéressant. Et je crois qu'on devrait s'y intéresser. Et d'ailleurs, j'aime bien une phrase, c'est d'allier, en fait, la sagesse ancestrale, des connaissances ancestrales, avec la richesse des neurosciences et des connaissances modernes. Merci Alain. Une dernière question pour finir cette première partie peut-être. Est-ce que l'épigénétique pourrait expliquer des phénomènes comme l'effet intergénérationnel, voire aussi la transmission traumatique? Alors, ça, c'est bien sûr, moi j'y crois volontiers. Hein. Je sais que ça fait partie de choses qui sont largement débattues et je peux le comprendre. Moi, je vous réponds oui. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux facteurs. Si je me comporte bien dans ma vie en général, dans mes comportements de vie, je parle pas de moralité, hein, je parle vraiment de mes comportements de vie, comme alimentation, physique, etc. Et surtout de ce qui se passe dans la tête. Je vais donc influencer mon génome. Et si j'ai des enfants, je vais transmettre un patrimoine génétique de meilleure qualité. Donc ça, c'est physique. Mais il y a également un deuxième aspect. Si j'ai des bons comportements, des justes comportements, je montre l'exemple. C'est donc un apprentissage que je transmets aussi aux autres. Et il est montré que cet apprentissage, il peut se faire, je vous montre l'exemple, donc ça c'est physique, mais c'est aussi un apprentissage qui peut se faire de manière transgénérationnelle. Si dans votre inconscient, vous avez intégré des justes comportements, eh bien, vous les transmettez. En tout cas, ça c'est ma position. Là aussi, je sais qu'on peut être tout à fait en désaccord avec ce genre de position. Je suis à peu près certain, et je le constate moi dans ma pratique quotidienne, il y a ce qu'on appelle les transmissions transgénérationnelles. Et donc, j'invite les gens à travailler positivement sur eux-mêmes pour donner une chance à leurs enfants et à leurs petits-enfants d'être dans de meilleures conditions de patrimoine génétique pour le futur, dans ce futur qui n'est pas toujours facile. Ouais. Merci Alain. C'est fascinant ce sujet d'épigénétique. On en a fini pour cette première partie. Dans une deuxième vidéo, une deuxième partie d'interview avec Alain, on va évoquer la question de pourquoi est-ce que nous tombons malades. On va parler de microbiote, de nerfs vagues, on va parler de vieillissement cellulaire entre autres. Si vous voulez également d'autres interviews de ce style, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous dis à bientôt sur enfinenforme.com.